Après les Rocky, les Rambo et toutes les personnes du cinéma hollywoodien qui ont décidé de se venger dans la vie, il était temps que les requins le fassent aussi. Les Dents de la Mer 4, un film de Joseph Sargent avec Lorraine Gary qui jouait l'épouse de Roy Scheider dans le premier film. Il fallait que j'en parle. Il fallait vraiment que j'en parle. C'est un nanar absolu. C'est un film que j'adore. Vous verrez les extraits dans la version française. Non pas que la VO est à chier, bien au contraire. Elle ne rajoute absolument rien. Mais la VF, elle, si. Elle met un petit point sur le i et rajoute au nanardesque visionnage un petit plus qui est bienvenu. Bon alors dès la scène d'ouverture, ce qui est superbe, c'est que l'on peut voir que le requin voit au-dessus de l'eau. Donc vous avez beau regarder tous les documentaires dans lesquels les requins ils restent bien sous l'eau, là non pas du tout, à part pour bouffer, bien sûr. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Là non, ils nagent bien en regardant au-dessus du niveau de la mer. C'est juste fabuleux. Voilà, d'ailleurs le requin va passer dans ce film beaucoup de temps hors de l'eau, je viens de m'en rendre compte et j'arrive pas à croire que je viens de dire cette phrase, mais bon, c'est pas grave. Donc en plus de tout ça, au lieu d'être un film d'été, puisque c'était censé être un blockbuster d'été, non, il faut que le film se passe à Noël, là où il fait froid, là où il pleut, là où il neige. Nous allons avoir un sapin gigantesque et nous allons le couvrir de guirlandes et de bougies et ce sera magnifique. Des sabots dans la cheminée. Et c'est pas tout, il y aura de la bière au cas où le Père Noël s'inviterait. Donc nous sommes à Amity, la ville des deux premiers films. C'est vraiment la suite du deuxième. On va dire que le troisième, pour les producteurs, n'existait pas, puisque ça se passait avec les enfants du chef Brody, mais dans un parc aquatique. Là, non, on reste sur le 2. Et le nouveau shérif, c'est le jeune fils du chef Brody. Et après avoir discuté Noël avec maman et sa petite femme, il va rentrer dans son bureau. Nous verrons une belle image du chef Brody, de Roy Scheider, qui, heureusement pour lui, n'a pas voulu tourner dans le film. Revenez! Les gardes-côtes sont occupés et le madrier doit être dégagé avant le retour des pêcheurs. Et va devoir aller sur l'eau, puisqu'il est shérif, pour enlever un madrier qui est coincé dans une bouée. Alors il faut savoir que ce madrier, c'est pas un madrier comme les autres. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, une fois qu'on a vu le film et qu'on le revoit, on sait que le madrier, c'est un piège. Mais c'est pas un piège qui a été posé par quelqu'un qui en veut au shérif Brody de l'humain. Non, c'est un piège qui a été posé par le requin. Il a pris le bout de bois, il l'a enfoncé dans la bouée et il attend que le chef Brody il arrive. Parce qu'il sait qu'il y a que lui qui va y aller. L'adjoint il n'a pas le temps, donc ça peut être que le chef Brody. Bon, le chef Brody arrive, bien sûr il se fait bouffer avec une scène qui est franchement l'un des pires montages jamais montés ou montrés au cinéma. C'est juste infâme. Voilà, vous voyez une mâchoire, vous voyez une caméra qui bouge à gauche, enfin vous voyez rien surtout. C'est juste nul. Bien sûr, quand on réfléchit, il est tout à fait logique qu'une famille qui est restée sur une île où il y a eu 2 combats contre des requins, où le père en est mort d'une crise cardiaque, reste sur cette île, c'est évident. Bon, comme la famille n'a pas cessé d'être attaquée par des requins, il reste près de l'eau. Michael, le grand-fils, arrive et qu'est-ce qu'on apprend? Il est biologiste marin, parce que, bien sûr... Elle est encore sous le choc? Oui. Donc là, la dépression va nous guetter pendant à peu près 30 minutes, puisque les personnages sont en plein dedans. Quand Michael arrive dans la maison, il demande comment va sa mère en disant elle est encore sous le choc. Non mon con, son fils est mort il y a 2 jours, elle était en train de faire la fête.
Enfin bon, ça part bien. Donc là, il y a des câlins, il y a des pleurs, mais qui sont pas tout à fait des pleurs, et surtout qui durent très trop longtemps. Quand Michael arrive, l'histoire va se corser avec sa mère, hein, puisque, en effet, Hélène Brody va annoncer à son fils que le requin est venu pour tuer son jeune fils, spécifiquement. Il est venu pour Sean. Quoi? Ce n'est pas un hasard, il en avait après Sean comme après ton père. C'est-à-dire qu'il est venu pour tuer les membres de sa famille, pour se venger des morts, des requins, des films d'avant. Et là, j'arrive vraiment pas à croire que j'ai dit cette phrase. Et pourtant, le requin est là pour se venger spécifiquement de cette famille. Les requins ne choisissent pas leurs victimes. Celui-là a choisi ton frère et il a tué ton père. Papa est mort d'une crise cardiaque. Il est mort de peur, c'est la peur qui l'a tué. Donc on apprend que le chef Brody, lui, est mort d'une crise cardiaque. Du coup, le fils lui répond oui, enfin c'est une crise cardiaque. Et fait non, il est mort de peur. Donc la peur des requins. Bordel de merde. Donc la mère gueule, elle veut plus que son fils aille sur l'eau, sous l'eau ou à côté de l'eau. Et que fait-elle dans la scène suivante? Elle est sur un bateau. Je veux voir. D'accord, ma chérie. Ouh, on est loin dans l'eau. Après les larmes et la dépression, on va nous présenter le personnage de Michael Caine, donc Augie, qui est pilote d'avion, qui les amène aux Bahamas où travaille Michael. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une famille qui est endeuillée, triste et dépressive à son bord parce qu'elle a peur des requins et par tout ce qui lui est arrivé? Eh ben, on joue aux montagnes russes avec l'avion et on fait descendre l'avion et remonter l'avion et redescendre l'avion parce que c'est tellement drôle de prendre des risques. Pour descendre, tu fais ça, et les maisons deviennent plus grandes. Ensuite, tu fais ça, tu vois, et alors les maisons rapetissent. Bon, là, bien sûr, comme le scénariste, hein, il se sent... il est à fond, il se dit, putain, je tiens un truc. Hélène Brody va aller dans l'eau, va se faire, bien sûr, bouffer par le requin et se réveiller. Et il nous fait donc une scène de cauchemar sans aucun suspense. Chose la plus facile à faire dans un film d'horreur de cinéma, chose qui ne sert absolument à rien et qui ne sert surtout pas le script. C'est juste fabuleux. Bon, on a droit là à un petit aperçu du requin qui arrive aux Bahamas. Ben oui, parce que New York et Bahamas en requin time, c'est quand même... voilà, il lui a fallu un peu de temps au bonhomme d'arriver. Hein, donc on est à 30 minutes de métrage et tant qu'il arrive. Mais bon, le plan il dure 2 secondes, hein, c'est fini. Michael Caine, lui, commence à draguer Hélène Brody de façon un peu insistante, donc clairement il veut la ken et il est pas loin d'y arriver, donc il la drague en avion en lui laissant les commandes en faisant tomber l'avion comme d'habitude. Qu'est-ce que vous faites? Je vous conseille de prendre les commandes, nous jouerons les naufragés dans 5 minutes. Il la drague en dansant, il la drague en marchant, il la drague surtout en parlant beaucoup trop. N'y pensez plus. La danse n'est pas le remède. Bon, la première attaque au bout de 30 minutes va quand même arriver. Hein. Le requin va essayer de boulotter le bateau où Michael travaille avec Jack. Et en même temps, parce que ça se passe vraiment en même temps, pendant que le requin il mâchouille le bateau, et ben Hélène, elle a sa première connexion psychique avec le requin, puisque on la voit ressentir l'attaque. Attention! C'est pas vrai. Oui, mesdames et messieurs, elle ressent l'attaque. N'est-ce pas fabuleux? Bon, du coup, pour notre plus grand plaisir, Michael Caine et Hélène Brody continuent à danser, mais ne baissent toujours pas. Ils papotent, toujours, mais ne baissent pas. Et parce qu'un bonheur n'arrive jamais seul, il n'y a pas une scène de rêve, il y en a 2. Alors, celle de Michael.
parce que c'était hyper important de refaire une scène d'attaque de requin pendant qu'il dort. Michael continue donc à plonger parce qu'il est trop con pour comprendre qu'il y a un requin aux alentours. Hélène sent, elle, de plus en plus sa connexion psychique avec le requin. Je sais pas s'il faut que je laisse cette phrase dans la vidéo. Dans le temps, j'ai connu un pianiste amputé d'une main. Il lui fallait 2 minutes pour jouer la valse minute. Bon, le requin attaque bien sûr devant tout le monde sur une plage où il y a voilà, une remise de prix par rapport à une statue. Là, le requin va attaquer une sorte de banane gonflable tirée par un bateau. Elle va mâchouiller la jeune demoiselle qui est à l'arrière en ratant la petite Théa de ça. Bon, le requin, bien sûr, est toujours 2 mètres au-dessus de l'eau, hein, sinon c'est pas drôle. Toujours sec, parce que il faudrait pas qu'il attrape un rhume. Et bah écoutez, cette scène est juste fabuleuse, elle est très bien faite. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des actrices qui l'a décrit le mieux. Bon, du coup, le scénariste, toujours aussi ingénieux, se dit, bon, qu'est-ce qu'elle peut faire, Hélène Brody? Elle vient de voir que là, on a failli tuer ma petite fille, on a tué mon fils, on a tué mon mari. Bon, je vais prendre un bateau et je vais y aller dans l'eau, toute seule, avec pas d'armes pour combattre le requin, en fait. Parce que le mieux, c'est que s'il me boulotte, ça arrête la malédiction, en fait. Ou peut-être que si je lui jette une sandale à la gueule, il va se barrer. Allez, viens me chercher, fumier. Donc Hélène Brody prend un bateau et voilà, ben, elle se barre toute seule. Michael, le fils, et Michael Caine et Jack vont prendre l'avion de celui-ci, de Michael Caine, pour aller plus vite pour la rejoindre. Ils vont bien sûr réussir à amérir. Parce que c'est la chose la plus simple à faire. Parce que je pense qu'aux Bahamas, les gardes-côtes, ils mettent trop longtemps à arriver. Donc du coup, ils amérissent. Donc je vous rappelle que le requin chasse les Brody. Donc Michael plonge dans l'eau avec rien. Jack plonge dans l'eau avec rien. Mais les impulsions électromagnétiques de l'avion dans l'eau font que le requin attaque l'avion. Michael Caine est toujours dans l'avion. Il est attaqué. Il nous sort d'ailleurs la meilleure phrase du film. Oh merde! Replonge dans l'avion. Le requin chope l'avion, coule l'avion avec Michael Caine dedans. Ils sont tous les mêmes. Ça se plaint tout le temps. Merde! Alors là, tristesse quand même, hein, des meilleurs personnages du film. Donc ça pleure, ça gueule, pourquoi l'as-tu amené, patati patata. Et là on entend quelqu'un, quelqu'un peut m'aider? Et alors, il n'y a personne ici pour te donner un coup de main. Oggy, oh ça alors, comment t'as fait? Ça n'a pas été facile, croyez-moi. Allez, viens bon. Et comme vous pouvez le remarquer, Michael Caine a sa chemise qui est sèche. Très sèche. Alors ils sont entourés d'eau, et non, il n'aurait pas pu mouiller un petit peu la chemise. Bon, c'est vrai qu'une chemise collée, ça montre un petit peu l'embonpoint quand on en a, mais bon, je sais pas, un peu les manches, le col, je sais pas, un petit peu quelque chose, quoi. Au pire, il met un t-shirt dessous. Non, sa chemise est sèche. C'est une très bonne pub pour les sèches-linges, ce film. Oh, quelle saloperie ce requin. Allez, dégageons d'ici en Il vitesse. pue comme une charogne. Bref, Michael et Jack vont alors créer en quelques secondes, parce qu'ils sont hyper intelligents, un appareil qui permet de flasher le requin et le faire sortir de l'eau parce que il n'aime pas le bruit. Par contre, il faut lui faire avaler. Hein, du coup, Mario Van Peebles va se mettre sur la proue. On sent le truc venir hein, quand même, parce qu'il faut le faire avaler. Donc ils vont flasher le requin, il va bien sûr sortir de l'eau, il va mettre l'objet dans la bouche, mais se faire choper aussi, parce que là il est à peu près à 2,50 m de hauteur quand même, il a une queue qui est très agile. Et voilà, donc il chope Mario Van Peebles, Jack tombe dans l'eau avec le requin, se fait mâchouilloter, et enfin, pas vraiment lui, la doublure, parce que là, par contre, on la voit.
Et du coup, il reste plus que Augie, Hélène et Michael. Qu'est-ce qu'on va faire, Eh ben, c'est très simple. On va donner la barre à Hélène. Et qu'est-ce qu'elle fait, Hélène? Eh ben, elle va prendre le bateau et elle va foncer sur le requin en ayant des flashbacks de son premier fils qui meurt alors qu'elle n'était pas là, et de son mari qui tire sur le requin dans le premier alors qu'elle n'était pas là. Mais bon. Là où on est le scénariste, je pense qu'il peut se lâcher et faire tout et n'importe quoi. Donc va foncer sur le requin. Pendant ce temps, Michael, lui, flash le requin qui sort de l'eau, hein, toujours à 1,50 m, 2 mètres, et le requin rugit. Parce qu'il a mal. Le requin rugit comme un lion. Parce qu'il a mal. Rugit. Le requin. Le requin rugit. Je suis fatigué. Nous attaquer! Tirez! Tirez! Faites avoir, salopard! Donc la nature est si belle que le requin rugit et reste hors de l'eau. Et bien sûr, Hélène arrive avec son bateau. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle va transpercer le requin avec la proue, bordel de merde. Et là, amis biologistes marins, amis biologistes tout court, arrêtez de vous faire chier à mettre des mentos dans du Coca-Cola. Mais non, planter des bouts de bois dans la chair des requins, ça explose. De façon apocalyptique. Ça explose. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc certains pays, voire DVD Blu-ray, ont une autre fin où ils transpercent juste le requin. Alors bon, malheureusement, c'est pas une maquette très bien réalisée, mais au moins, bon, c'est peut-être plus réaliste. Donc le requin, part avec la proue dans la gueule et meurt comme un con. Bon, là, on voit le requin couler. Donc ils reprennent bien sûr la scène du premier film où le requin coule, hein, parce qu'on va pas retourner une scène qui a été déjà si bien tournée par Steven Spielberg. Hein, autant faire un montage avec le premier. Et là, écoutez, une des plus belles scènes pour finir le film, je trouve, moi. Jack déjà est vivant. Allez, par ici! Ah! Il a juste été mâchouillé parce que comme il fait pas partie de la famille, et si ça se trouve le requin, comme il a vu qu'il était noir et qu'il est raciste, il n'a pas voulu le manjouiller. Donc Jack est vivant. Il faut vraiment regarder cette scène vraiment au bout et surtout regarder, en fait ils sont dans une sorte de tank où il y a de l'eau, hein, et un bassin quoi, et vous avez un ciel qui est peint au bout et en fait vous voyez vraiment le mur, c'est-à-dire vous voyez tellement le mur du bassin avec les nuages que vous voyez les vaguelettes qui vont contre le mur. Réellement, c'est beau à voir. Donc ouais, ça clôture très bien le film. Jack! Putain de merde! Donc voilà, le film a été produit en 9 mois, tout compris, hein, réalisation, tout, voilà. Ça a été réalisé par Joseph Sargent, qui n'avait pas fait que des conneries, puisqu'il avait fait Le Cerveau d'Acier, il avait fait des films sympas aussi comme Les Pirates du Métro ou MacArthur avec Gregory Peck. Malheureusement, ce film va clôturer sa carrière cinématographique, il ne fera plus que de la télévision derrière. Murray Hamilton, qui devait jouer le maire dans ce film-là, comme dans le 1 et le 2, malheureusement décédera avant le tournage. Et la plus triste histoire, c'est celle de Judith Barcy, qui joue la petite Théa, qui allait sur les tournages avec sa maman. Le père alcoolique ne supportait pas ça, et quelque temps après, il va les tuer à coups de couteau, faire brûler les corps et se tirer une balle à la tempe dans le garage, ce qui est quand même assez triste et vraiment dramatique. Vrai, celui
que maman me défend. Et j'inviterai le prince Charles. Et comment est-ce qu'il s'appelle l'autre prince? Michael Caine, lui, en tournage sur le film, n'a pas pu aller chercher son Oscar pour Anna et ses sœurs de Woody Allen. Mal lui en a pris, puisque Billy Crystal se moquera de ça lors d'une cérémonie des Oscars. Michael Caine lui-même en rigolera quelques années après. Bon, ça fait partie des choses qui sont à Hollywood assez drôles. À noter quand même la musique de Michael Small, qui n'est pas dégueulasse, ça c'est bien foutu. C'est un bon compositeur de musique de film qui avait donné dans les années 70 des musiques pour les films Clout, Marathon Man, The Driver ou le très bon La Nuit des Juges de Peter Iams avec Michael Douglas. Donc vous l'aurez compris, hein, Les Dents de la Mer 4, c'est un gros nanar, un plaisir coupable absolument infâme, mais que j'adore le regarder, j'adore le regarder parce que je me fends la gueule, c'est à chier, mais je me fends la gueule. Je lui mets bien sûr la note de 0/6 parce qu'il n'y a absolument rien à sauver, le film est vraiment complètement raté. Après, je le regarde parce que on a tous besoin de regarder des nanars de temps en temps. Là, c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur une cloche, à me dire si ce requin vous plaît ou pas. On reviendra sur les autres. On va faire 4, 3, 2, 1. Je pense que ça sera mieux pour ça. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.